Buenas tardes a todos, bienvenidos a Casa Árabe. Es un placer especialmente hoy contar con la presencia del embajador de Francia. Muchas gracias, embajador y embajadora, muchas gracias por estar con nosotros. Y habernos reunido en Casa Árabe también con una nutrida representación de la comunidad judía de España, de Madrid, buena parte de ella nacida en el mundo árabe. Como siempre, esta es la casa de los árabes, naturalmente, y con independencia de las diferencias políticas que pueda haber entre ciertos países. Como saben, la política española sería que israelíes y palestinos pudieran convivir en dos países vecinos, frontera con frontera, y en una convivencia armónica, ¿no? Eso sería nuestro deseo. Bienvenidos todos, bienvenidos mis queridos amigos árabes. Hoy tenemos el placer de presentar un acto, las tres casas, porque estábamos mencionando Casa Sefarad, Casa Velázquez y Casa Árabe conjuntamente, un acto en el que van a intervenir tres destacados escritores. El escritor de origen iraquí, bagdadí, concretamente Muslim al-Ramli, que vive en España desde hace ya largos años, desde el año 95, si no me equivoco. El conocido escritor francés, de origen también marroquí, Pierre Assouline, a quien todos ustedes conocen. Que j'imagine vous connaissez tous et dont vous avez certainement lu les principaux ouvrages. Et enfin, Antonio Muñoz Molina, un écrivain et critique de la réalité espagnole. Le motif qui nous réunit ici ce soir, sous le titre « Imaginaires transnationaux dans la littérature contemporaine », eh bien, je crois est assez clair, c'est la migration, la cohabitation, l'expérience entre différents pays, de personnes qui vivent dans un pays et pour une raison ou une autre doivent se déplacer et habiter dans un autre pays. C'est une réalité aujourd'hui qui est de plus en plus fréquente, comme vous le savez, dans ce monde globalisé, un monde où nous sommes des voisins de plus en plus proches, où nous partageons des expériences et des cultures différentes. Et je crois que c'est quelque chose qui nous enrichit tous. Et c'est le destin, l'avenir de notre planète, une réalité dans laquelle que nous devons partager. Voilà. Sans m'étendre davantage, je vais passer la parole à Miguel de Lucas, le directeur du Centre Sefarad. Merci beaucoup, Pedro. C'est un plaisir d'être ici ce soir, de t'accompagner. Nous avons commencé d'une manière très intense depuis ce matin au Centre Sefarad. Il y a eu un ensemble de conférences, de tables de travail. Et je crois que c'est une initiative extraordinaire. Comme nous le disions, nous sommes membres de ce réseau de CASAS. Donc, j'espère que l'ambassadeur est content de ça. C'est un véritable plaisir de créer ces liens, ces relations si intenses, et en plus ce sont des problématiques qui nous unissent et qui construisent le dialogue, la rencontre entre des civilisations et des religions différentes. En ce qui me concerne, la branche qui me concerne plus, c'est la branche donc séfarade. Je vais reprendre des paroles que j'ai utilisées ce matin, qui sont des paroles du roi Philippe VI, concernant la loi qui a été votée en 2015. Il y a eu un discours très intense. Il a fait un appel, je crois, qui est maintenant très connu dans le monde juif, dans le monde séfarade en particulier, quand Sa Majesté le roi a dit que vous nous avez manqué. Combien vous nous avez manqué? Je crois que c'est une réflexion qui montre qu'il y a eu beaucoup d'opportunités pour l'Espagne d'avoir eu les séfarades sur cette terre, puisqu'ils ont été expulsés, et c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à d'autres communautés. En Espagne, l'Espagne était une nation, un concept pluriel, et il s'est beaucoup appauvri à une certaine époque. Donc retrouver ces identités plurielles, des identités très souvent métisses, est très important pour nous, pour notre pays. C'est, je crois, ce que nous faisons ce soir, mettre en valeur le dialogue entre les cultures, les identités et les religions. Merci beaucoup donc à Casa Árabe de nous accueillir ce soir et à la Casa Velázquez pour cette merveilleuse initiative. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous et à toutes. Quelques mots très vite. D'abord, remercier la Casa Árabe de nous accueillir ici ce soir. Pour nous, la Casa Velázquez, c'est déjà une collaboration très installée. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que nous organisons ce type d'activité ici. Donc, merci beaucoup de nous accueillir une fois de plus. Je souhaite signaler que pour nous, ce type de table ronde s'inscrit dans une stratégie qui est très claire pour nous à la Casa Velázquez. Ces tables rondes que nous organisons ici ou ailleurs, pour que vous fassiez une idée, au cours de cette année, nous avons organisé à Madrid, mais aussi à Barcelone et à Nantes, 7 tables rondes de ce type, qui sont des tables rondes qui prolongent des actes plus académiques, au cours desquels se trouve un public plus limité, on va dire. Et on considère que la recherche est un travail, bien sûr, qui se fait avec une équipe assez restreinte, assez limitée, qui partage les mêmes préoccupations. Il y a un temps pour cela, les colloques qui servent à ça, mais nous considérons aussi que cette recherche doit se projeter dans la société. Et c'est le but de ces tables rondes. Voilà. Nous souhaitons que les réflexions qui ont été développées par les chercheurs sur des questions choisies peuvent être partagées avec la société. Et voilà, donc c'est le rôle de ces tables rondes que nous organisons. Et celle d'aujourd'hui, je crois qu'elle s'inscrit dans notre stratégie et elle est assez exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que nous avons convoqué des écrivains de premier niveau. Donc nous les remercions, nous remercions les trois d'avoir accepté cette invitation et de partager avec vous ce soir les réflexions qu'ils vont avoir sur le rôle de la littérature dans les imaginaires transnationaux. Comment on écrit la question de l'exil, de la mémoire, du lieu qui a été abandonné. Donc merci beaucoup aux 3 écrivains d'avoir accepté cette invitation et merci beaucoup au modérateur, le modérateur Abraham Demjo, qui d'une certaine manière est chez lui, ici, puisqu'il a fait une partie de sa carrière professionnelle a été développée à Madrid. Il a été directeur de l'Institut français de Madrid. Donc, merci beaucoup, Abraham Benjo, d'avoir accepté de modérer cette table ronde. Et voilà, je crois que sans un mot de plus, je vais laisser la parole aux écrivains. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à Bet Arabi, la Casa Árabe, de nous accueillir ce soir à son siège. L'Espagne a toujours été le symbole de diversité. Il suffit de se rappeler de la cohabitation de l'Andalous, mais aussi un lieu d'homogénéité forcée. La reconquête, les expulsions, Saint-Jacques. Ça a été un pays d'idées très réactionnaires, mais aussi libérales. À l'époque des francisés, c'est un pays d'émigration vers la France, la Belgique, l'Allemagne, plus récemment, et aussi d'immigration. C'est un pays dont l'unité ethnique, linguistique, politique a toujours été un objet du débat, de lutte et même de guerre. Et donc, il est intéressant de nous demander ce que la littérature peut nous dire de ces imaginaires transnationaux générés par les mouvements migratoires. En d'autres termes, comment la littérature contribue à la construction identitaire d'un pays comme l'Espagne. Et pour réfléchir sur ces questions, nous avons le grand plaisir d'avoir la présence de 3 intervenants ce soir que je vais vous présenter par ordre alphabétique pour n'offenser personne. Donc, tout d'abord, nous avons Mouhsin Ramli, qui est écrivain, poète, traducteur, journaliste, né en Irak, qui vit en Espagne, comme nous l'avons dit tout à l'heure, depuis 1995, qui écrit en arabe et en espagnol. Et actuellement professeur à St. Louis University à Madrid. Il est docteur en philologie espagnole de l'Université autonome de Madrid, avec une thèse sur les empreintes de la culture arabe dans Don Quichotte. J'adorerais t'en parler, te poser des questions là-dessus, mais je ne sais pas si on va avoir le temps.
il est coéditeur de la revue culturelle à Loire. Il a traduit en arabe divers classiques espagnols et en espagnol divers classiques arabes, surtout des poètes irakiens contemporanéens. Et parmi ses romans, il y a diverses œuvres qui ont été traduites. Hojas Leranas del Tigris, par exemple, Las Felices Noches del Bombardeo, Dedos de Dátiles, Adiós Primos et The President Gardens. Je le dis en anglais parce qu'il était traduit en espagnol. Ensuite, Pierre Assouline, qui est journaliste et écrivain, né à Casablanca. Il a dirigé les deux principales revues littéraires françaises, Lire et le magazine littéraire. Il anime depuis 13 ans un blog littéraire, La République des livres. Il est membre de l'Académie Goncourt, donc c'est un de ceux qui attribuent le prix Goncourt chaque année en France. Il a publié environ 30 ouvrages, parmi lesquels se trouvent les biographies, beaucoup de biographies, celle de Gaston Gallimard, Hergé, l'auteur de Tintin, des Camando, la dynastie séfarade, Simenon aussi, l'auteur de romans policiers, auteur de romans comme La Cliente, Double Vie, Vie de Job. Et il vient de publier, je ne sais pas qu'on pourrait dire un roman, peut-être, qui s'appelle Retour à Séfarade, dans lequel il développe une réflexion sur l'identité basée sur son expérience pour acquérir la nationalité espagnole dans le cadre de la loi récente dont on a parlé tout à l'heure, la loi de 2015 de la concession de la nationalité espagnole aux séfarades. Et enfin, Antonio Muñoz Molina, c'est un peu ridicule de moi qui viens de France de le présenter, mais bon, c'est la règle du jeu. Il est écrivain, journaliste, né à Úvea. Il est membre de l'Académie espagnole. Il a reçu à New York. Il a dirigé l'Institut Cervantes à New York jusqu'à l'année 2006. Il a été professeur dans diverses universités américaines. Il a fait des études d'histoire de l'art et de journalisme. Il est prix Príncipe de Asturias des Lettres en 2013. Et parmi ses très nombreux romans se trouve El invierno en Lisboa, le prix de la narrative espagnole, El jinete polaco, le prix Planeta. Et je ne peux pas oublier de mentionner Séfarade, qui il a eu aussi un prix par la Sorbonne. Et je crois que le prochain livre va bientôt sortir, Un andar solitario entre la gente, donc un vers de Quevedo. Voilà, donc ces trois intervenants m'ont demandé d'éviter ce qu'on appelle les tunnels, que chacun s'exprime pendant une demi-heure, parce que ça peut être très ennuyeux pour eux, mais éventuellement aussi pour vous, et que ce soit plutôt une conversation. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Donc j'avais une première question qui s'adresse aux trois. Ils vont répondre dans l'ordre qu'ils voudront, comme ils le souhaiteront. C'est une question qui est un peu peut-être compliquée, mais qui peut être utile peut-être pour briser la glace. Alors, quelle est votre opinion par rapport à la loi de 2015, la loi qui concède la nationalité espagnole aux séfarades, descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492. Que pensez-vous, que pense un écrivain français, un écrivain espagnol et un écrivain irakien exilé à Madrid de cette question? Bien sûr, soyez libre de répondre comme vous le souhaitez. Quel est l'objectif ou les objectifs de cette loi? Est-ce que c'est normal que seuls les séfarades puissent avoir accès à cette nationalité? Que se passe-t-il pour les autres descendants? Mais bon, je pose cette question. Que se passe-t-il pour les descendants des Mauresques? Quel est l'impact de cette loi en Espagne, parmi les Juifs dans le monde entier? Pour ceux qui ont entendu parler de cette loi ou pour ceux qui sont concernés par cette loi, je ne sais pas qui veut commencer. Discúlpame, pero mi francés es mejor que mi español y quiero ser muy específico. So voy a hablar en francés. Abraham, il y a déjà un problème, c'est que la mesa no es redonda. Bon, no importa. Mais un autre problème, c'est que tu touches tout de suite à ce qui fait mal. Tu appuies tout de suite là où ça fait mal. Oui, mais oui, tant mieux, tant mieux. Bon, cette loi, moi, je la trouve évidemment très positive.
c'est pour moi d'abord quelque chose de symbolique. Évidemment, elle a aussi un impact réel, direct, j'allais dire matériel, puisqu'elle touche deux catégories de séfarades. Une catégorie qui a un intérêt personnel immédiat à devenir espagnol. Je pense, par exemple, à des Israéliens qui veulent étudier ou travailler en Espagne ou en Europe et qui ne veulent pas avoir un problème de visa et qui préfèrent avoir un passeport européen et qui sont descendants, bien entendu, de séfarades. Je pense à des latino-américains et notamment des Vénézuéliens qui vivent dans un pays très difficile et devenu à peu près invivable, mais aussi à des Argentins et à d'autres qui veulent vivre en Espagne et qui ont un intérêt à vivre en Espagne. C'est la première catégorie, parfaitement respectable. Puis il y a une autre catégorie que cette loi intéresse, c'est celle des séfarades, par exemple, français, puisqu'ils sont, je crois que c'est de la diaspora séfarade, c'est là qu'ils sont le plus nombreux. Eh bien, pour eux, c'est surtout symbolique, parce qu'ils ont un passeport européen, la qualité d'espagnol, ils l'ont déjà en eux. Je parle des séfarades qui ont une identité séfarade profonde, de très longue date, et qui est nourrie, qui est entretenue depuis 5 siècles. Et 5 siècles, c'est beaucoup. Ce n'est pas seulement de la nostalgie ou du folklore. Dans la culture, il y a la cuisine, il y a les chansons, et il y a surtout et avant tout la langue. Et je pense que des gens qui ont conservé la langue pendant si longtemps, et c'est très long, 5 siècles, d'entendre le roi prononcer ce discours et parler d'une erreur historique, celle de l'expulsion, et prononcer cette phrase qui est émouvante et en même temps qui a un sens politique. Comme vous nous avez manqué, a-t-il dit aux séfarades. C'est quand même, je trouve ça très courageux de sa part. Eh bien, vu que c'est symbolique, moi je l'ai pris, et d'autres aussi, comme un symbole. S'il n'y a pas autant qu'on croit de séfarades qui demandent la nationalité espagnole, c'est tout simplement parce que l'administration espagnole a ceci de commun avec l'administration française, c'est qu'elle est kafkaïenne et qu'on peut mettre beaucoup de temps à réunir des papiers. Et quand on les a, ce n'est pas encore fini. J'allais dire, c'est un chemin de croix, mais ce serait malvenu. Je dirais plutôt que c'est un parcours du combattant. Et donc, ce n'est pas fini. Voilà, c'est plutôt quelque chose de symbolique, d'affectif. Mais je peux très bien comprendre, j'en ai vu par exemple, des gens qui sont très âgés, qui vivent en Argentine et qui ont toujours rêvé de finir leur jour espagnol sur la terre de leurs ancêtres. Et je crois savoir que la loi a été amendée pour ne pas mettre justement à ces gens qui sont les plus âgés, qui ne manipulent pas Internet très facilement, d'accélérer le processus à partir de 70 ans. Mais 70 ans, ce n'est pas âgé. Hein. C'est pas, oui, non. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Merci Pierre. Primero, gracias por venir y por este tema que es tema de hoy en día. En général, este tema, ce sujet vraiment est un sujet de ce jour, absolument contemporain. Le 21e siècle est le siècle des migrants, comme disait Carlos Fuentes. C'est le siècle des migrants et il a même réclamé qu'il faudrait faire au sein de l'ONU une organisation qui s'occupe des migrants, car la moitié du monde, c'est un mélange, ce sont des migrants. Donc c'est un sujet très intéressant. Le sujet de la loi, la loi, je la trouve très positive, toute loi qui accueille et qui rend justice, elle est bienvenue, mais comme les lois sont faites pour rendre justice, elles doivent être justes, vraiment. Et comme a mentionné Abraham, il faudrait aborder aussi la question des mauresques. Moi, j'ai beaucoup d'amis argentins qui sont ravis avec cette loi. Ils n'en ont pas besoin, mais pour leur famille, pour leurs racines, pour leur identité. Bon, c'est positif, mais j'ai des amis mauresques en Tunisie, au Maroc et en Algérie qui souffrent encore une situation injuste. Donc, lié à ceci, au début des années 90, la plupart des intellectuels arabes, nous avons envoyé une lettre
cientos y miles de firmas al des rey centaines para pedir perdón por la Inquisición. Y era un signatures acto au roi en la pour demande fundación de pour las qu'il tres y ait culturas en Andalucía. En el disons, mismo des acto, excuses el pour rey l'Inquisition. Juan Donc Carlos c'était pidió perdón a los judíos, le pero a roi los Juan Carlos musulmanes no. a demandé pardon aux Juifs, mais non pas aux musulmans. Pocos años Donc, después, en Portugal lo han hecho. quelques années plus Han tard, pedido perdón ils oficialmente l'ont fait officiellement au por Portugal. la Ils Inquisición. ont demandé pardon pour Esto les creo actes que es de l'Inquisition. cualquier ley que se Je da crois que por donc ahí, por la justicia, toute para loi qui cerrar heridas vise la históricas, justice sean pour recientes, guérir des blessures es anciennes bueno. ou présentes Pero est una une ley loi tiene que ser positive, más mais une loi justa doit aún. être très juste, ou plus juste encore. Estoy de acuerdo con el señor Azoulay en la parte simbólica. Donc, oui, effectivement, je crois que la partie symbolique est la plus importante. Aux États-Unis, il y a beaucoup de séfarades, des personnes d'origine séfarade, à New York notamment, où j'ai vécu pendant longtemps et où j'ai eu beaucoup de rapports avec eux. Et mis amigos de origen sefaradí, des personnes... Il y a des personnes parmi eux qui sont des survivants du ghetto de Salonika. Et des personnes qui ont des rapports très limités avec l'Espagne, ils ne parlent pas l'espagnol. Et ils conservent des refrains, par exemple, surtout, mais qui ont un rapport affectif très profond avec l'Espagne. Donc pour un Espagnol, observer ceci, c'est vraiment toute une leçon très importante. C'est une leçon politique aussi. C'est la valeur sentimentale qui est très importante. J'ai un ami qui a 70 ans. Il vient de fêter son 70e anniversaire. Il en est ravi, car ceci simplifie beaucoup la procédure administrative. Il a toujours vécu à Brooklyn. Sa famille est une famille ouvrière. Ses parents venaient de la Turquie et lui, il est un artiste qui fait des gravures basées sur les refrains judéo-espagnols et vraiment il ressemble beaucoup, nous l'avons vérifié, et son rapport est surtout sentimental, affectif. Je crois donc que c'est effectivement très positif. Il y a une autre question, c'est pour un Espagnol, c'est l'importance politique, le symbole pour un citoyen espagnol acquiert un caractère politique très important. Car notre pays s'est amputé d'une partie fondamentale, la partie juive et la partie mauresque, comme il a été dit. Et cette perte, cette amputation a été le début d'autres amputations, en quelque sorte. D'autres expulsions sont survenues. Et, parfois, je pense pourquoi je me suis senti attiré au monde des expulsés de mon pays. Non pas car, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de possibilité pour connaître un juif ou un musulman. C'était presque impossible de connaître une autre personne qui fut du village d'à côté, car c'était vraiment un monde très clos. Donc, il y avait des préjugés, mais face aux musulmans et aux juifs, mais il n'y avait pas de juifs ni de musulmans. Donc, en grandissant, on se rendait compte que beaucoup de personnes de la classe sociale à laquelle on appartenait devaient partir. Vraiment, elles étaient poussées à quitter leur pays, l'Espagne, pour travailler en France, en Allemagne ou dans d'autres parties de l'Espagne. Donc, un citoyen comme moi, comme toi, pouvait devenir aussi un exilé. Et en deuxième lieu, au moment d'acquérir une conscience politique et conscience littéraire, on découvrait que la plupart des personnes qui semblaient admirables avaient été expulsées.
Donc on découvrait que pour les circonstances du pays, notre héritage, c'était les expulsés, les libéraux du 19e siècle, les républicains du 20e siècle. Donc ceci crée le fait d'être espagnol, démocrate, en quelque sorte nous marquait et en quelque sorte on nous disait vous pouvez être expulsé. En fait, pendant l'époque de Franco, quand j'étais enfant, il y avait vraiment l'anti-Espagne, ce qu'on appelait l'anti-Espagne, c'est-à-dire les communistes, les républicains, etc., qui n'étaient pas des Espagnols, ils étaient anti-espagnols. Donc, si on développait la conscience critique propre, le destin personnel était l'expulsion. Donc, vraiment, il y avait toute une empathie envers les personnes expulsées. Pour moi, donc, il y a une valeur politique substantielle. C'est en quelque sorte un essai de corriger de façon pratique, de façon symbolique et politique, les déficiences qui ont les défaillances qui ont été un obstacle pour la vie espagnole. Donc ici on trouve la question des moresques aussi. C'est-à-dire en lisant le Quichotte, cette rencontre de Sancho avec son voisin Ricote, il dit, là où nous allons, nous pleurons pour l'Espagne, qui est notre patrie naturelle. Donc, ce n'est pas un étranger qui a été expulsé, c'est vraiment quelqu'un qui était né en Espagne, qui se sentait espagnol. Donc, pour un citoyen espagnol, je crois que ceci a une valeur affirmative pratique. Il ne s'agit pas uniquement de quelque chose de douteux, essayer de corriger le passé. Non. Vraiment, il s'agit de vouloir, de prendre des mesures politiques et symboliques au présent et donc servant à une coexistence pratique et démocratique. Il y a quelques années, il y a eu une exposition extraordinaire dans la Bibliothèque nationale, peut-être que mon collègue l'a vu, sur la trace mauresque en Espagne. C'était vraiment bouleversant de voir les livres qui avaient été conservés avec du sel pour éviter la destruction provoquée par l'humidité. Donc les Corans, les livres en arabe conservés, enveloppés dans des toiles. Donc l'expulsion n'est pas quelque chose spécifiquement espagnol. Évidemment, les sociétés pré-modernes ou modernes cherchaient l'hégémonie religieuse à tout prix. Mais c'est un fait que l'Espagne a été atteinte par cette expulsion, car l'Espagne n'a pas été une société pluraliste jusqu'à très récemment. Donc pour nous, ceci, pour la France par exemple, bon, la France a aussi son histoire et ses problèmes. Mais bon, je vais rien dire. Mais pour ne pas prendre trop de temps, la valeur symbolique, je le dis vraiment convaincu. Retrouver un ami à New York qui n'a jamais vécu en Espagne et il me dit je vais avoir un passeport espagnol, évidemment il n'en a pas besoin. Mais pour lui, ceci, c'est en quelque sorte une restitution, un sens de restitution très très puissant. Et donc, je voudrais qu'un descendant de Mauresque puisse aussi en jouir. Donc, pour nous, pour la construction du pluralisme démocratique dans notre propre pays, je crois que c'est quelque chose de remarquable. Je crois que Pierre... Je voudrais aller plus loin sur ce qu'ont dit nos deux invités, que je trouvais très intéressant. Je vous avoue que j'ai une petite gêne quand j'entends mettre sur le même plan les deux expulsions au motif que ce sont deux expulsions. C'est le même nom, expulsion. Mais j'allais dire, ce n'est pas la même chose, et c'est pour ça que je peux comprendre que la loi ne concerne que les séfarades, même si je comprends la légitimité d'une demande morisque. C'est trois choses qui me retiennent. La première, il y a le très beau livre de Antonio Muñoz Molina qui s'intitule « Séfarades ». Ce n'est pas sur les séfarades, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est sur l'exil. Séfarade est pour... Monsieur Muñoz Molina, séfarade est un synonyme de exil, mais il n'a pas intitulé son livre Moriscos.
Ce n'est pas un hasard. Enfin, pour moi, en tout cas, tel que je l'ai lu, ce n'était pas un hasard. La deuxième chose, ça m'a travaillé, cette histoire, parce que ça m'a rappelé quand même le débat qu'il y a eu en 1871-72 à l'Assemblée nationale française, quand le décret Crémieux a été accordé par le gouvernement français aux Juifs d'Algérie pour qu'ils deviennent citoyens français. Et pour certains, la guerre d'Algérie commence à ce moment-là. C'est-à-dire, pourquoi faire des Algériens musulmans des citoyens qui n'auraient pas droit, eux aussi, à la citoyenneté française? Ça m'a rappelé ce débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en y repensant, j'avais demandé, effectivement, j'ai un peu cherché, bon, dans les livres bien sûr, mais surtout auprès de mes amis marocains, puisque c'est du Maroc que je suis le plus proche, et algériens, notamment des intellectuels, des écrivains comme Abdel Fattah Kilito, ou bien Taha Benjeloun, ou bien Fouad Laroui et d'autres. Et ce qu'ils m'ont dit, la première chose, il n'y a pas de nostalgie de l'Espagne comme il y a chez les séfarades, chez les morisques. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que je ne les connais pas assez. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas ce type de nostalgie. Ça ne se voit pas ni dans la culture, ni dans les traditions, depuis 5 siècles. Encore une fois, je répète 5 siècles parce que c'est long, c'est très très long. Et puis, ils m'ont dit qu'il n'y a pas non plus cette obsession de la langue espagnole, qui est le viejo castellano, bien sûr, qu'on appelle Haketiya au Maroc et Judaïsmo en Turquie, mais qui a été truffé de mots locaux, mais qui est quand même el viejo castellano, et qui a continué, à être transmis de génération en génération pendant si longtemps. Est-ce qu'il y a cette même amour de l'Espagne, de la langue espagnole chez les morisques? Eux m'ont dit non. Et je leur ai demandé, mais alors finalement, est-ce que cette nostalgie de l'Espagne, elle existe chez personne? Parce que je leur ai dit, moi j'ai revisité récemment l'Alhambra à Grenade, et je me suis mêlé à des groupes de touristes arabes exprès. Et puis il y avait une dame qui était là avec ses petits-enfants. À mon avis, elle venait du Maghreb, je dis ça au son du dialecte, et qui avait une immense fierté à montrer à ses petits-enfants pas seulement la beauté, mais toute la culture qu'il y avait sur ces murs, et elle leur déchiffrait, c'est pour ça que ça m'intéressait, les calligraphies qui étaient inscrites en haut des murs. Là, j'ai senti quelque chose. Mais mes camarades écrivains ou philosophes à qui j'avais posé la question, je leur ai dit, mais donc ça n'existe, il n'y a pas de... Ils m'ont dit, dans le monde arabe, la vraie nostalgie, la nostalgie active de l'Espagne d'autrefois, on la trouve dans les discours du djihad, c'est-à-dire comme une volonté de reconquête, de réinstallation d'un califat à Cordoue, à Grenade ou ailleurs, de manière pas du tout pacifique. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Je dis, ah bon, ben si c'est ça la nostalgie, n'en parlons pas. Donc ça les avait beaucoup frappés, et ça m'avait suffi. Mais pour faire mon livre, j'ai relu les débats qu'il y a eu, donc il y a 2 ans et demi, au Cortes, avec la loi. Il y avait une quasi-unanimité pour cette loi vis-à-vis des séfarades. Il y a juste 2 députés, un communiste et un député d'extrême gauche, qui ont posé la question. Et pourquoi pas les Arabes? Pourquoi uniquement les Juifs? Et le ministre de la Justice de l'époque, M. Gallardón, c'est ça? Je prononce mal, pardon, a pris la parole et a répondu. Il a dit montrez-moi des pays ou des groupes où effectivement il y a une telle nostalgie de l'Espagne, un tel culte de la langue, et je vous répondrai. Mais comme je pense que vous n'en trouverez pas, on en restera là. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, la loi a été votée à l'unanimité. Voilà pourquoi je comprends la réaction qui consiste à demander pourquoi les uns et pas les autres. Et en même temps, je comprends, enfin personnellement, je comprends qu'on puisse distinguer entre les deux, parce que ce sont 2 expulsions différentes. Je rappelle quand même que le statut des Juifs dans l'Espagne d'autrefois, du Moyen-Âge, n'était pas exactement le même que celui des arabo-musulmans, puisque les Juifs étaient là depuis toujours, mais ils n'ont jamais conquis l'Espagne, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bataille,
il n'y a pas eu de mauvais souvenirs, parce qu'il peut y avoir aussi des mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs des séfarades en Espagne, ce sont des pogroms, les massacres, mais aussi la convivencia, mais aussi la culture, mais aussi l'amitié et tout ce qui a pu se passer de bien. Ce n'est pas du tout le même vécu de l'Espagne. C'est pour ça que mettre côte à côte les deux expulsions, ça me gêne toujours un peu. Bueno, la última intervención de Pierre Azoulin no me lo esperaba, pero es una transición perfecta para la primera pregunta que quería hacerle yo a Mohsin Ramli. Yo quería preguntarle, decirle, mire, un sefardí que visita España después de 5 siglos no va a encontrar gran cosa. Prácticamente nada, 2 sinagogas en Toledo, una en Córdoba, poca cosa más, realmente poca cosa más. Un árabe que visita España, l'Espagne, 5 siècles après, reconnaît partout l'architecture, son astronomie, sa musique, et de nombreux mots aussi dans le lexique espagnol qui viennent de l'arabe, dans le lexique castillan. Et c'est même... C'est presque une chose étrange, presque inquiétante, un Hamlich. J'imagine que quand on est arabe et qu'on visite l'Espagne, de reconnaître que c'est en même temps si proche et si lointain. Donc ma question est, est-ce qu'il existe une nostalgie de l'Andalous dans la littérature arabe? Non pas en termes de reconquête djihadiste, et bien évidemment ça c'est autre chose. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'Andalousie, c'est une province espagnole et ça ne sera plus un califat. Mais en tout cas, je ne parle pas de ça. Je parle d'une nostalgie littéraire, d'une nostalgie psychologique. Effectivement, et ma réponse, et c'est une réponse aussi à mon compagnon, car c'est un commentaire aussi né, et je crois aussi injuste, de la même façon que la loi. Il n'y a aucune année qui se passe sans que nous n'ayons au moins 3 romans sur les Morisques. Et le grand écrivain Wazimir Ahat, ton ami, je crois, est fils des Morisques. Et si vous allez chez lui, en Algérie, vous verrez le style mauresque. Et il a écrit des romans sur cette question. Et sa grand-mère lui a laissé la clé de sa maison en Andalousie. Donc, je crois que oui, cela existe. Que les djihadistes, que les islamistes aient leur bataille, eh bien, nous sommes les premières victimes. Mais aujourd'hui, mon peuple se trouve sous Daesh. Il y a encore une guerre. Ma famille est expulsée à cause de Daesh. Donc, ils sont contre tout le monde. Ils ne sont pas spécialement contre l'Espagne. De Rome, du Vatican, ils sont contre l'humanité. Et nous payons le prix le plus fort. Dans le champ de la littérature, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgie. Je suis d'Irak et c'est assez loin. Ce n'est pas comme le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie. Et même Damas, mais cela existe, on connaît cette question et nous avons beaucoup de proximité et d'affection envers les Espagnols en raison de l'histoire et parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Par exemple, dans la guerre, dans l'ambassade américaine en 2013, quand l'Espagne a participé, eh bien, des proches m'ont appelé, m'ont demandé mais pourquoi nos cousins espagnols s'unissent aux Américains? Non pas pour les 3 soldats espagnols qui étaient là, mais pour eux, c'était une blessure sentimentale. Il y avait 3 soldats, mais ils n'avaient rien à faire là-bas, alors qu'il y avait 1 million de soldats irakiens. C'est en raison de cette affection, il nous dit à nos cousins qu'ils partent, qu'ils ne se désolidarisent des Américains. Et dans la littérature, dans la mémoire, cette proximité existait. Moi, je le dis toujours, l'Espagne peut être le meilleur pont entre tous, l'Amérique latine et l'Europe et l'Afrique. Au niveau personnel, moi dans les années 90, je suis parti dans les années 90 où la majorité des pays donnaient un asile politique aux Irakiens parce que nous avons fui de la dictature. La plupart de mes amis sont partis en Hollande, au Danemark, en Suisse, en Allemagne, à Paris. Moi je suis venu ici parce que j'ai lu trop de littérature espagnole, trop, en commençant par Don Quichotte.
J'ai fait ma thèse d'ailleurs sur le Don Quichotte. Et je cherchais les traces, les empreintes vers ce... J'ai choisi cette question. Et mes professeurs me disaient, mais qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau sur un livre qui a été écrit? Et il y a eu un demi-million d'essais écrits sur cette œuvre depuis 5 siècles. Donc, moi, j'ai des sources qui sont des sources arabes qui ne sont pas encore traduites, parce que la plupart du temps, ce sont des Allemands, des Anglais qui ont écrit sur le Don Quichotte. Donc, je crois que dans mon cas, dans le champ littéraire, il y a d'autres domaines comme l'archéologie, l'histoire, des traditions, la nourriture qui ont à voir, peut-être pas de la manière dont en parlent les djihadistes, juste pouvoir voir la maison de mon grand-père, pouvoir écrire un roman. Un de mes amis vient de publier un roman sur les Mauresques et il est sur la liste des Bocars arabes. Donc cette littérature existe vraiment. Une question à Pierre Assouline. Toutes les questions sont liées, de toute façon. Je crois que les questions vont tout avoir un lien, même si elles sont différentes. Si dans la littérature, très souvent, il y a une métaphore de l'exil, on en reparlera tout à l'heure avec Antonio, la littérature juive, et surtout la littérature séfarade, ce serait une métaphore de l'exil puissance 3. Parce que dans le cas des séfarades, c'est très bizarre. Ils subissent un exil, la diaspora, l'exil de la Terre Sainte, Jérusalem. Ensuite, de l'Espagne. La légende dit que les Juifs ont été expulsés d'Espagne le même jour de la destruction des 2 temples de Jérusalem. Je crois que ce n'est pas vrai. Si on regarde le calendrier, je crois que c'est quelques jours plus tard. Mais le fait que ce mythe ait été alimenté montre que l'expulsion d'Espagne était aussi douloureuse que l'expulsion de l'empereur Titus, du général Titus, à son époque. Ensuite, les séfarades, ceux qui sont allés en Turquie, qui sont venus au nord du Maroc, ont dû laisser très récemment ces pays, les Balkans, le nord du Maroc, et ils subissent aussi cet exil. L'exil de Constantinople, Istanbul, de Smyrna, de Thessalonique, de Tanger, Tétouan, etc. Donc ce que je dis, c'est que pour un séfarade, c'est un exilé, puissance 3. Et pour toi, Pierre, quel type d'exilé tu es? Comment tu te sens face à ce concept de l'exil, toi qui es un écrivain français, installé, consacré, etc. Non, c'est simplement que c'est 2 choses. La première, moi l'exil, je le vis de manière très simple. Je suis français, mais mon identité est multiple. Mon projet de livre est parti au départ non pas du discours de Felipe VI, mais d'un discours beaucoup plus malheureux de Nicolas Sarkozy il y a assez longtemps, quand il était président, et qui consistait à lancer un improbable ministère de l'identité nationale. Et ça a lancé le débat en France, qui est très intéressant et qui n'est pas fini, mais ça l'a crispé en associant identité et nationale, parce que ça a glissé, ça a dérapé vers nationaliste. Et dès qu'on parlait de quête d'identité, ce qui est mon cas, mais le cas de beaucoup de gens qui veulent savoir d'où ils viennent, même des Bourguignons qui n'ont jamais quitté la Bourgogne, ils veulent savoir d'où ils viennent. Eh bien, tout de suite, il y avait une réponse de type nationaliste, une critique de type nationaliste. Donc, mon identité, elle est plurielle. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre dans tous ces débats-là. On peut avoir une identité plurielle, multiple, et je dirais même cosmopolite, bien sûr, mais c'est le cas de beaucoup de Français. Pour ne parler que de là où je vis, le diocèse de Paris est le plus cosmopolite de tous les diocèses de France. Et il y a très peu de Parisiens qui sont des Parisiens d'origine. Ils viennent de partout, absolument partout. Donc tout ça est très mélangé. Mais je voudrais ajouter une chose. Je réagis en tant qu'écrivain. Pour moi, la vraie patrie d'un écrivain, c'est sa langue. Moi, je l'écris en français. J'ai eu le bonheur de vivre au Maroc, mon enfance, mon adolescence,
dans un pays où on entendait parler tous les jours le français, l'arabe et l'espagnol. Et ça a été un grand enrichissement, mais je parle plusieurs langues, mais la seule langue dans laquelle je peux vraiment écrire et rêver, c'est le français. Donc c'est ça ma patrie. Mais à côté de ça, mon identité est plurielle, bien entendu. Mais la question de l'exil, moi, m'amène à une question que je me pose, et je pense que M. Muñoz Molina doit avoir peut-être des éléments de réponse, et qui m'a intrigué pendant toute mon enquête, quand je suis venu en Espagne, partout, voir des gens, aller faire des conférences dans toute l'Espagne. Je me suis rendu compte que finalement, l'Espagne, c'est le pays que l'on quitte. Depuis 1492, entre les expulsions des musulmans et des juifs, et ensuite l'exil républicain vers la France, plus d'autres exils, ce pays n'a pas cessé d'être quitté. Mais s'il est quitté, ce n'est pas parce qu'il y a une désaffection. S'il est quitté, c'est parce que les gens sont obligés de partir. Et je voudrais savoir pourquoi c'est le pays que l'on quitte. Moi qui reviens. Está haciendo Pierre Assouline el papel de moderador. Pierre Assouline joue le rôle du modérateur. Pardon, mais je suis journaliste. Donc c'est une question, je crois, pour Antonio Muñoz Molina. Je crois qu'on peut parler de l'exil et il faut faire attention d'utiliser les mots avec beaucoup de précision parce que l'exil est un mot qui est très littéraire et ça a à voir avec de nombreuses choses, mais le sens premier et fondamental dans ce monde, il faut que ce soit clair, c'est qu'aucun d'entre nous, nous sommes des exilés. Un exilé est celui qui n'a pas de papier, qui part, qui fuit de Syrie, d'Afghanistan et qui doit traverser la Macédonie et qui est expulsé, qui n'a pas de terre d'accueil. Un exilé est un Guatémaltèque qui vont vers les États-Unis, qui monte dans ces trains terribles qui s'appellent les bêtes. C'est un nom terrible. Je me rappelle, il y a un certain temps, j'étais au Mexique, à Guadalajara, et on est passé par une gare des trains, et le conducteur m'a dit « C'est ici d'où part la bête ». La bête, donc ce terme et ce train qui traverse toute l'Amérique, tout le désert de Sonora, et il va vers les États-Unis. C'est ce train que prennent ceux qui veulent entrer de manière clandestine aux États-Unis, qui sont assaillis par les bandits, les mafias. C'est ça l'exil. Et par rapport à l'Espagne, l'Espagne est un pays que l'on abandonne, que l'on quitte. Et quand j'ai appris que Sarkozy voulait créer le ministère de l'identité nationale, ça sonnait un peu un fantasme littéraire. Ministère de l'identité. J'imagine les statuts et les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère. Et c'est pourtant bien réel, c'est de la politique. Et donc il faut faire attention, je crois, avec les identités. Et l'Espagne, effectivement, est un pays... Il y a un livre, d'ailleurs, de Henry Kamen, qui est un bon historien, un livre qui est sur l'histoire des exilés espagnols. Et Kamen... Tout le monde invente des identités essentielles et Kamen arrive à la conclusion que ce qui est propre à l'Espagne est de provoquer des exils, comme le propre de la France, c'est faire du vin de Bourgogne, ou ce qui est propre à d'autres pays, c'est autre chose. Il y a un fait qui, pour des circonstances historiques, est que en Espagne, suite à la contre-réforme, la guerre de religion, l'Espagne a toujours été un pays qui a expulsé de nombreuses personnes. Elle a expulsé des minorités religieuses, des lettrés, de nombreux travailleurs aussi, de nombreuses personnes très pauvres
et qui devait se débrouiller et partir ailleurs. Mais l'Espagne a fait également des tentatives de création d'une communauté civilisée, des tentatives qui étaient intéressantes et attrayantes. 1812, par exemple, la Constitution. Le mot libéral naît à cette époque dans le sens politique et ce mot vient de la langue espagnole. Il y a ensuite la révolution de 1868, la glorieuse, qui est une révolution très très avancée, qui est frustrée pour diverses raisons, entre autres pour une alliance entre l'extrême droite et l'extrême gauche, qui mène à l'assassinat du général Prim, un personnage essentiel de la Révolution. Il y a eu ensuite la Deuxième République, qui est un essai qui échoue, parce qu'il y a un contexte international très défavorable, mais aussi parce que les puissances démocratiques ne sont pas efforcées à aider la République espagnole. Moi, j'ai eu parfois des conversations avec des amis aux États-Unis qui me disaient « Mais vous, les Espagnols, vous avez eu une dictature si longue que celle de Franco, c'est peut-être parce que le peuple espagnol était d'accord. Il y a quelque chose chez vous qui fait que vous acceptez la dictature. » Et il s'avère que le peuple espagnol a eu à voir avec les mêmes puissances qui avaient permis l'achat des armes, la tragédie de Léon Blum, le Premier ministre français. Eh bien, quand le comité de non-intervention empêche qu'un régime légitime ne puisse pas acheter d'armes pour se défendre, alors qu'en 1938, les puissances démocratiques livrent la Tchécoslovaquie à Hitler et abandonnent la République espagnole, en 1944, une des grandes joies des Espagnols antifranquistes a été la nouvelle du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. On aurait dit que les Alliés n'allaient pas laisser qu'une dictature comme celle de Franco puisse perdurer. Et ça n'a pas été le cas. La guerre froide est arrivée, les Alliés ont admis Franco aux Nations Unies. En 1954, ensuite, je ne sais plus l'année exacte, mais Eisenhower, le président américain, est venu et a embrassé Franco. En 1953, je crois. À peu près. Donc, c'était un dictateur sanguinaire et il a été pris dans les bras par le président du pays qui représentait le monde libre. Donc, vraiment le malheur espagnol, et dans les années 60 aussi, l'Espagne, au début de la démocratie, je me rappelle d'un article de Marx Gallo qui disait, avant la mort de Franco, il disait ce qu'il y a en Espagne, c'est probablement une autre dictature ou une autre guerre civile, ce que disaient d'ailleurs beaucoup de gens, parce qu'il semblait que les Espagnols avaient apprécié en quelque sorte la dictature. Dans les années 80, il y a un terrorisme sanguinaire permanent et nos voisins de l'Union européenne, qui n'était pas encore à l'époque, mais enfin en tout cas cette démocratie voisine, la France, considérait que les terroristes de l'ETA étaient des réfugiés politiques. Ce que je veux dire avec ça, c'est que le malheur espagnol n'est pas un malheur spirituel. Je crois qu'il y a une chose dont je me sens très fier, je me sens militant. J'ai vu que mon pays passait de la dictature à la démocratie, du retard au développement de l'intolérance au pluralisme. J'ai vu comment mon pays approuvait une loi sur le mariage gay très exemplaire avant bien d'autres pays. Et je crois que l'Espagne, aujourd'hui,
est un pays qu'on ne quitte plus. Les gens partent parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup d'immigrés qui viennent ici. Je souhaiterais qu'il y ait plus d'exilés qui puissent venir ici. L'Espagne a rompu. Je crois que la preuve, c'est cette loi. C'est qu'un roi d'Espagne dise ce qu'il a dit. Je crois que nous avons une tradition centenaire d'exilés, mais pas nécessairement, nous ne sommes pas condamnés nécessairement à l'exil. Et je crois que ce que nous avons pu faire, et qui est fondamental pour moi, c'est d'avoir pu rompre cette chaîne du destin de l'exil en nous intégrant dans la citoyenneté européenne, qui pour moi a été la meilleure chose qui ait pu nous arriver dans l'histoire de l'Espagne. La pleine intégration à la citoyenneté européenne. Tenía una pregunta para Mohsin Al-Ramli. A mí siempre une question pour Mohsin Al-Ramli. J'ai toujours aimé les écrivains qui écrivent en deux langues, comme mon ami Jorge Semplún qui écrit en français ou en espagnol indistinctement. Attention, c'est très différent d'être bilingue. Moi, je suis bilingue. Évidemment, mais je n'oserais pas à écrire, à produire de la littérature en espagnol. Je l'écris plutôt en français, comme mon ami Pierre souligne. Donc, qu'est-ce qui te fait choisir entre l'arabe ou l'espagnol au moment de commencer un livre? Et surtout, qu'est-ce qui change en passant d'une langue à l'autre? Comment est l'Espagne vue de l'arabe, de la langue arabe, et comment est l'Irak vu de la langue espagnole? C'est une bonne question. Mon écriture est le reflet de ma propre expérience et personnalité. En fait, le premier livre que j'ai publié en espagnol, c'est Dedos de Dátiles. Je ne l'ai pas écrit en espagnol comme tout écrivain. La première patrie, c'est effectivement la langue maternelle, celle qu'on maîtrise, celle qu'on ressent. Mais il y a toujours des exigences. Quand on est dans une autre culture, on veut s'y intégrer, on veut faire partie de cette nouvelle culture. C'est aussi pour des raisons d'argent. Si en fait m'a déçu, j'ai repris l'arabe pour l'écriture. Maintenant, je gagne plus d'argent en arabe qu'en espagnol, qu'en publiant en espagnol. Mais ce livre, Dedos de Dátiles, je l'écris, a été publié en arabe et en espagnol. La phrase qui m'est venue à l'esprit, le dialogue en espagnol, je l'écrivais en espagnol et en arabe. Puis, évidemment, je le traduisais en espagnol et mes amis me corrigent, ainsi que l'éditeur. Puis après, je l'ai publié postérieurement en arabe. Donc, c'est un reflet de mon propre mélange. Là où je me ressens à l'aise, c'est en parlant l'arabe, évidemment. C'est ma langue maternelle, mais en reprenant un peu la politique de l'Espagne, le fait de prendre les personnes et l'adapter, il y a une exigence d'intégration dans la culture pour recevoir la nationalité, mais on ne reçoit aucun soutien. Vraiment, il n'y a aucun soutien. Par exemple, il y a des prix dans la plupart des pays, en Allemagne, aux Pays-Bas, mes amis, il y a des prix consacrés aux étrangers qui écrivent en allemand, ou en français, ou en néerlandais. Et je crois que la francophonie reçoit 1% du budget de l'État. Je ne suis pas sûr, mais c'est une chose comme ça. Il y a toujours du support. En Espagne, il n'y a aucun soutien, il n'y a aucun prix. Il n'y a aucun accueil pour les créateurs étrangers. Nous essayons d'écrire en espagnol, de créer en espagnol, mais après c'est très difficile de publier et encore plus de le diffuser. Et je crois que c'est important d'être soutenu. On habite ici, on veut s'y intégrer complètement, mais c'est difficile de publier, de vendre. La presse écrit sur nous. Un prix symbolique peut servir à beaucoup. Donc c'est très important. Tout ce que nous faisons, les créateurs étrangers, en général en Espagne, c'est un effort personnel, absolument. Et c'est une souffrance, c'est pour ça que j'ai publié d'abord en espagnol et j'ai pensé que j'allais gagner de l'argent. Mais non, alors j'ai repris l'arabe.
Et puis après, je suis traduit vers l'espagnol. Les éditeurs payent, l'éditeur anglais paye pour traduire de l'anglais vers l'espagnol. Je voudrais passer la parole aussi au public, mais je crois qu'on a encore le temps pour des questions si les réponses sont brèves. Je voulais demander à Antonio, comment est l'Espagne vue de New York? Quelqu'un qui représente, qui incarne en quelque sorte la culture espagnole comme directeur de l'Institut Cervantes face à ses interlocuteurs. Donc, on se sent espagnol, on découvre en quoi consiste être espagnol en vivant à New York. Qu'est-ce qui change? Je dois dire que moi j'étais directeur de l'Institut Cervantes pendant 2 ans uniquement, mais c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup comme professeur. Par exemple, je crois que c'est un apprentissage. La patrie, effectivement, comme on dit normalement, c'est la langue. Mais il y a des patries ou des demi-patries qu'on aime avoir. Moi, j'écris en espagnol, mais je ne peux pas dire que ma patrie n'est pas aussi la langue anglaise ou française, car j'ai un rapport affectif très fort avec ces langues. Je ne vais pas écrire une langue en français, un roman en français. En anglais, je peux écrire des essais, mais ceci, quand même, j'ai quand même un rapport très puissant avec ces langues. Donc, effectivement, je peux quitter ma maison, mais je peux aller dans d'autres maisons qui sont aussi les miennes. Je crois que c'est une grande invention des Américains, le hyphen, par exemple, ils disent « moi je suis Irish American, Iraqi American », le trait d'union. Et ce trait d'union, c'est très important. Je suis américain, oui, mais je suis irakien aussi. Dans quelle proportion, on ne sait pas. Parfois, on se sent chez soi, aux États-Unis ou en Irak. Donc ça dépend. Il y a cette fluidité. Et c'est quelque chose que j'ai appris là-bas aux États-Unis. Aux États-Unis, ce que j'ai appris surtout, c'est être européen. C'est-à-dire, je me suis rendu compte en quoi consiste la citoyenneté européenne. Vraiment, c'est exceptionnel, c'est bizarre. L'Europe, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai vu en vivant aux États-Unis, car comme c'est notre ami Muhin, les personnes qui sont nées dans le privilège de l'Union européenne, une chose comme l'Union européenne, les privilèges, bon, on les prend pour argent comptant. Mais moi, sincèrement, et beaucoup d'Européens, je crois, que le ressentent ceci. On est européen aux États-Unis. Donc cette histoire d'être européen, l'identité européenne, on dit ici en Europe, c'est l'identité très abstraite, il n'y a pas un sentiment d'appartenance. Bon, je te propose de quitter l'Europe et être dans un pays où si on tombe malade et on n'a pas d'assurance, on peut mourir, où la police peut te renfermer sans aucun espoir. Et si on veut avoir une éducation, il faut payer continuellement. Donc, ce fait de savoir qu'il y a une autre façon d'être dans le monde, je l'ai appris aux États-Unis, à New York. Je l'ai appris aussi car je veux me rappeler que pour les personnes de ma génération, l'Europe, pour mes enfants, oui, mes enfants en fait voyagent en Europe comme en étant chez eux, mais ce n'est pas le cas pour moi. Quand j'ai quitté l'Espagne, je suis arrivé à la douane de Cerbère, il y avait un gendarme qui me demandait mon passeport, et un passeport que j'avais obtenu avec très peu de temps car j'étais en âge militaire. Donc j'avais un passeport pour 2 semaines. Donc on arrivait à la frontière, il y avait 2 mondes. Ici c'était l'Espagne, de l'autre côté c'était la France, et vraiment c'était quelque chose d'effrayant. Donc le fait de voir mon pays et l'Europe du point de vue de l'autre côté de l'Atlantique m'a permis de me passionner. Moi je suis un passionné de l'Europe. On dit que l'Europe est abstraite. Non, pour moi l'Europe n'est pas abstraite. Pour moi l'Europe c'est quelque chose de très concret, le plus concret qui existe.
Une dernière question, peut-être pour Pierre Assouline, pour qu'il puisse parler de façon provocative, comme il aime le faire. Je peux faire la provocation, si tu veux. Non, mais ça fait quand même 1 heure qu'on parle, on a réussi à ne pas parler des Catalans. Oui. Eh bien, alors non, peut-être... ce sont des judéo. Ils veulent, enfin, certains d'entre eux veulent quitter l'Espagne, et c'est l'Espagne qui veut les retenir. C'est intéressant, parce qu'on parle de l'Espagne qu'on quitte, mais ça, c'est le sens inverse. C'est le sens inverse. Cela dit, je me sens très proche de ce que vient de dire Antonio Muñoz Molina, parce que je me sens européen. Donc, cette identité européenne, le seul problème, c'est qu'elle est effectivement un peu abstraite, et notamment auprès des jeunes. Moi, j'ai des étudiants, et quand je leur parle, ils ont 20 ans, 18-20 ans, quand je leur parle de l'Europe, pour eux, c'est une construction, enfin c'est Bruxelles, quoi. Alors je leur dis, l'Europe, c'est partout sauf à Bruxelles. Bruxelles, c'est pour la loi, c'est pour les règlements, mais l'essentiel de l'Europe, il est en Europe, il faut aller se promener. Je leur dis toujours, allez vous promener en Europe, comparez, intéressez-vous. Et pour moi, un des phénomènes les plus intéressants récemment, sur le plan politique, et pas seulement, mais moral, intellectuel, c'est de voir aux États-Unis, dans le leadership, un vrai changement, c'est que la vieille garde des dirigeants, des politiques, des diplomates, etc., était sur le modèle Kissinger, c'est-à-dire des Européens à l'origine. Aujourd'hui, ce sont des Asiatiques américains, des Américains asiatiques, ce sont des Hispano-américains, mais ce sont des gens qui, de manière générale, ou des Chinois d'origine chinoise, qui ne sont pas concernés par le traumatisme des Européens, qui a beaucoup guidé la politique américaine. Je pense qu'il y a un vrai changement qui n'est pas vraiment étudié, sauf un petit peu aux États-Unis, mais en Europe, on ne s'en rend pas compte que ce qui va changer beaucoup dans les rapports avec les États-Unis, c'est que l'interlocuteur sera beaucoup moins sensible, en tout cas plus insensible. Je donne un exemple. Je digresse, mais ce n'est pas grave. François Cheng, académicien français remarquable, d'origine chinoise. On bavardait il y a quelque temps, et je lui dis, on parle du mal dans l'histoire, M-A-L. Le problème du mal dans l'histoire, et je lui dis, mais pour vous, le paradigme de l'horreur, de la barbarie, de la souffrance, c'est Auschwitz? Il me dit non. Non, il me dit, pour moi, c'est Nankin. Le massacre de Nankin, il me dit, je l'ai vécu, et pour beaucoup de Chinois, le massacre de Nankin, c'est ce qu'il y a de pire. Et pourtant, c'est un intellectuel très intégré, etc. Et là, il m'a fait comprendre des choses qui ont un rapport avec les États-Unis. Voilà, j'ai un peu digressé, mais... Pero vamos a volver a mi pregunta. En tu libro, Pierre, citas a nuestro amigo Javier Castaño, notre ami Javier Castaño, qui a dirigé un colloque dont le titre c'était Séfarade inventée. En fait, en Espagne, en disant qu'en Espagne, il y a un bain médiéval, on dit que c'est un bain juif, séfarade, car il faut inventer des traces de séfarade, car ceci vend, ça vend, pour le dire clairement. Et dans ton livre, tu parles de séfarade imaginaire et de liberté dans la salle. Tu pourrais nous préciser cette notion de séfarade imaginaire? Ce serait une façon très belle de conclure pour passer la parole à la salle. La thèse de David Alberti est très intéressante, même si elle focalise beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement général, mais pour moi, ce n'est pas typiquement espagnol. Donc d'abord, la première chose, la séfarade imaginaire, oui, mais même chez les séfarades. Parce que toute identité est une reconstruction. Donc une reconstruction imaginaire. Et chez tous les séfarades, il y a une Espagne fantasmée. Cette Espagne fantasmée, pour certains, ça a été celle de la coexistence. Pour d'autres, ça a été celle des pogroms. Mais dans les deux cas, c'est une reconstruction imaginaire. Mais ça, c'est normal. C'est valable pour tout le monde. La dimension touristique du retour à l'Espagne séfarade officielle, pour moi, elle s'inscrit dans un mouvement plus large. Et j'en ai pris conscience il y a 15 ans. J'étais fait une conférence à Vilnius, en Lituanie. Et je me suis promené dans Vilnius avec une dame qui connaît bien l'endroit, qui vivait là. Et elle m'a dit, vous voyez, là où on est, c'est l'ancien ghetto. Je lui dis, mais
il n'y a rien. Il y a juste des immeubles, il n'y a rien du tout. Elle me dit, oui, mais le gouvernement a décidé de restaurer l'ancien ghetto. Il y a aujourd'hui 2 synagogues à Vilnius, il y en avait 200 avant 1939. On appelait ça la Petite Jérusalem, avec une activité extraordinaire. Et donc, ils sont en train de restaurer tout ce passé. Et puis après, je suis allé à Cracovie. Et à Cracovie, la même chose. On restaure le ghetto, on fait sortir des... Et puis après, je suis allé à Varsovie, où a été inauguré, il n'y a pas très longtemps, le musée juif, qui est en fait le musée de la Pologne. Car l'histoire des Juifs en Pologne, c'est l'histoire de la Pologne, puisque ça couvre des siècles et des siècles. Et c'est le plus beau musée de Pologne. Et là, j'ai compris une chose, c'est que tous se sont inspirés d'un modèle, c'est le ghetto de Prague. Aujourd'hui, Prague est une ville plus visitée que Venise. Et ce qu'on visite en premier à Prague, et je peux vous assurer que j'y suis beaucoup allé, la plupart des visiteurs, des touristes, sont allemands. Ils ne sont pas spécialement ni juifs ni israéliens. Ce qu'on visite en premier à Prague, c'est le ghetto, le cimetière, la synagogue, parce que c'est un élément touristique essentiel. Et je pense que l'Espagne, l'Office du tourisme espagnol, le ministère du tourisme espagnol, s'est servi aussi de modèle pour ça. La Red de Juderías, c'est très bien, sauf que je pense que certains archéologues, certains historiens ne veulent pas être pris comme des auxiliaires de l'Office du tourisme. Parce que parfois, on ressuscite des Juderías là où il n'y en a pas eu vraiment, et en tout cas dans des endroits où il ne reste plus aucune trace. Il ne faut pas se leurrer, hein. En 5 siècles, on a fait le ménage. Il n'y a plus de cimetière. Il n'y a plus de Juderías, il n'y a plus de cimetière, il n'y a plus de synagogue. Des églises ont été construites sur des synagogues. Donc, on ne peut pas se raconter d'histoire. En même temps, c'est remarquable, c'est formidable de vouloir ressusciter ce passé, de le retrouver. Simplement, il ne faut pas en faire un Judéoland comme un Disneyland, comme un Euro Disney. Parce que là, je pense qu'on passerait à côté de l'essentiel. Perdón, es que es una cosa muy breve. Mientras hablaba, decía Zulín, me he acordado de una visita que yo hice a Cracovie. Que j'ai faite à Cracovie. Et vraiment, c'était bouleversant. C'était ma première visite. C'était bouleversant de voir dans les bureaux des agences touristiques la même affiche Auschwitz. Et le mot qui parlait d'un complexe de ski. C'était Auschwitz, je ne me souviens pas exactement du nom du ski, autobus climatisé, je le trouvais vraiment bouleversant. Mais il y avait une chose encore plus dure, j'étais dans le ghetto, dans la place, et j'ai vu un groupe de touristes avec un guide. Je me suis rapproché par curiosité pour écouter le guide. Et le guide disait, il racontait, je pensais qu'il racontait en fait la liquidation du ghetto de Cracovie. Et pour ma grande surprise, le guide racontait le tournage de la liste de Schindler. C'est-à-dire le guide, il disait là, il ne disait pas là, il y avait des personnes, là, il y avait des SS, il disait là, c'est la scène tournée, donc toute la destruction du ghetto de Cracovie s'était transformée dans le récit du tournage de la liste de Schindler. Et ceci a un nom. The Schindler Tour. Lo ha visto? Si, The Schindler Tour. Donc, et donc, on se dit, mais bon, c'est une autre matière, mais c'est surprenant. La séfarade imaginaire peut être noble, ou peut-être, ça peut être beaucoup de choses. Il y a des musées dans beaucoup de villes d'Espagne, des musées de la torture que vous connaissez, qui sont d'ailleurs effrayants, il faut bien le dire. Ça fait partie aussi. Vous avez vu d'un jour ces musées? Oui. ¿Alguna pregunta en la sala? Vous pouvez continuer à parler, je crois, avec nos 3 intervenants, puisque la Casa de Velázquez nous invite à un cocktail ici, donc en bas. Merci beaucoup.